Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo un petit peu spéciale, puisque je suis en vacances dans le massif du Jura. Donc c'est un petit peu c'est la région des lacs, hein, le lac de Nantua, le lac Gétin. Donc une région vraiment sympa, pas très très touristique. Et donc du coup super sympa, voilà, pour chercher un petit peu de calme, notamment quand on a des animaux. Donc voilà, voilà une région connue pour ses glacières, hein, puisque c'est là où on fabriquait de la glace, que l'on envoyait jusqu'à Paris, Lyon et même Alger. Donc oui, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas les réfrigérateurs. Donc on essayait de garder le froid, on stockait le froid avec vraiment des isolants naturels. Mais bon, moi, je suis pas là forcément pour vous faire voilà, la publicité du Jura. Je pense il y a des guides qui seront bien meilleurs que moi là-dessus. Je suis quand même là pour vous parler un petit peu des marchés, puisque même en vacances, je suis les marchés. Et en fait, il se passe il se passe pas grand-chose, donc c'est un petit peu, alors c'est un faux plat, parce que c'est vrai qu'au niveau, trading, il y a pas forcément des coups à faire, mais il se passe quand même des choses quand on regarde ce qui se passe sur les marchés et que l'on met, cela en rapport avec l'actualité. Parce que l'actualité, mine de rien, elle est assez riche. Alors c'est vrai que quand on est en vacances, on déconnecte, c'est un petit peu mon cas, mais bon, pour des raisons, effectivement, comme je suis un peu un investisseur, professionnel, je suis quand même obligé de suivre, un petit peu les marchés, l'actualité. Et bon, j'ai pas mal aussi de billes, on va dire, sur les marchés. Et donc en fait, il se passe quand même des choses. Il se passe quand même des choses. Alors pour rappel, à la fin juillet 2025, hein, fin juillet, les marchés ont connu une petite correction, et là, effectivement, on pouvait se poser quand même quelques questions sur ce qu'ont fait un petit peu les marchés. Parce que, moi, honnêtement, je pensais pas que ça corrigerait. Alors oui, effectivement, je suis dans la nature, donc c'est voilà. Donc je pensais pas que voilà, je me promène un petit peu effectivement avec mon chien, promenade matinale. Donc moi je pensais pas que les marchés corrigeaient. Alors pour rappel, le CAC 40 par exemple était dans un biseau, ce qu'on appelle un biseau ascendant. C'est-à-dire qu'il était, en fait, il était dans un triangle ascendant, c'est-à-dire qu'il était porté par un support qui était très très puissant, qui prenait sa source des 6000 au niveau des 6800 points et qui montait, hein, qui passait par plusieurs points, hein, notamment les 7000 points, 7200, 7500 et même 7800. Et on avait la partie haute du triangle qui, elle aussi, était ascendante et qui convergeait vers les 8000. Et donc, effectivement, d'un point de vue purement technique, on pouvait penser que souvent ce sont des configurations qui souvent se terminent par des sorties par le haut, avec une forte tendance haussière. Et là, en fait, on n'a pas eu ça. On n'a pas forcément eu ça. On a eu, moi je pensais qu'effectivement le CAC 40 allait profiter de l'été pour sortir par le haut. Et finalement, il a cassé par le bas. Alors, le prétexte à cette cassure par le bas, ça a été toujours, hein, les droits de douane de Donald Trump. Bon, je vous fais aussi profiter un petit peu des petites montagnes jurassiennes. Donc du coup, le prétexte, ça a été les droits de douane de Trump. Et là, il faut reconnaître la très mauvaise négociation de Ursula von der Leyen avec Donald Trump. Ça, tous les experts reconnaissent que elle a très très mal joué son coup et que évidemment l'Europe a très très mal négocié son deal. Et donc du coup, on va se prendre des droits de douane. On va devoir acheter du matériel américain. Et donc évidemment, pour l'Europe, c'est pas forcément un bon deal. Et donc ça a été le prétexte à la baisse des marchés.
Et donc du coup, on a vu un CAC 40 qui a cassé par le bas son triangle ascendant. Et donc, du coup, ça a été effectivement, ça a corrigé très très fort à la fin du mois de juillet, puisqu'on est revenu, on est passé de 7950 à 7500. C'est quand même une correction de 5%, donc une correction assez forte. Alors on a eu aussi une correction sur les marchés américains, beaucoup moins forte, d'autant plus que les indices américains battaient record sur record. Donc, la correction aux États-Unis, elle était beaucoup plus logique que la correction en Europe, très clairement. Très clairement, surtout qu'on avait le S&P et le Nasdaq qui étaient en train de battre, d'aligner quand même pas mal de records. Et donc, on pouvait se poser quand même la question, est-ce que ça y est, comme à chaque fois qu'il y a une correction sur les marchés, est-ce que c'est le début d'un retournement durable, d'un bear market qui va nous amener vers un marché baissier comme on a pu vu en 2008. Alors moi, ma vision des choses, alors je peux me tromper, j'ai du mal à croire qu'on va avoir un marché baissier. Alors c'est pas forcément parce que les entreprises, surtout en Europe, que les entreprises vont cartonner, etc. Enfin, il y a quand même l'économie en Europe et en France est en souffrance. On a quand même des taux de faillite, des taux de faillite d'entreprises qui battent des records jamais vus, même avant la crise du Covid, parce qu'effectivement, certains disaient que oui, il y a beaucoup de faillites parce qu'il y a un rattrapage, parce que pendant le Covid, avec le quoi qu'il en coûte, il y a eu moins de faillites, et donc là, c'est un rattrapage, mais c'est pas qu'un rattrapage. On a vraiment un nombre de faillites qui a explosé à la hausse. Néanmoins, moi, je crois difficilement à un retournement durable des marchés, pour la simple et bonne raison, en fait, que pour qu'il y ait ce retournement, il faut qu'il y ait une volonté politique. Alors vous allez me dire, mais attendez, la bourse, c'est un marché avec la loi de l'offre et la demande, c'est pas un marché dirigé, on n'est pas dans un monde communiste. En fait, il y a plusieurs manières en fait de diriger un marché. Alors soit effectivement c'est l'État qui impose tous les prix, tous les salaires, qui impose tout, comme en ex-Union soviétique. Donc là effectivement, là vous avez un marché qui est dirigé par l'État, mais en réalité le marché il est déjà administré, il est déjà perfusé par les banques centrales. Et donc en fait là on est dans une situation de surendettement, clairement. Donc il ne se passe pas un jour sans que nos politiques vous parlent de la dette, du poids excessif de la dette. Voilà, j'en profite, voilà, vous avez une petite vue là du village de Charix, donc en pleine dans le Jura. Voilà, petite vidéo un peu qui change un peu. Donc oui, pour en revenir donc sur les marchés, donc en fait on est en situation de surendettement. François Bayrou, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, publie depuis une semaine, donc en plein mois d'août, des vidéos YouTube. Il a créé une chaîne et il parle un petit peu, il fait un petit peu ses mémoires, et il parle d'une situation jamais vue depuis plus de 50 ans, etc., etc., etc. En fait, il n'y a pas 15 000 solutions pour sortir d'une situation de surendettement. Donc soit vous avez comme on appelle, une rupture technologique de grande ampleur. Alors certains pensent à l'IA, mais en fait l'IA c'est quelque chose qui va plus nous aider dans la vie quotidienne qu'une vraie rupture technologique. Donc moi quand je parle de rupture technologique, je pense par exemple au spatial. Typiquement on va coloniser d'autres planètes, etc. Donc là oui, effectivement vous allez trouver d'autres énergies, puisque si vous êtes capable d'aller vivre sur d'autres planètes, comme vous changez de pays, forcément vous allez avoir une abondance d'énergie que vous pouvez transformer en croissance. Donc la croissance économique, ce n'est rien d'autre que de l'énergie transformée. Donc soit il y a une vraie rupture technologique. Donc là, effectivement, on peut
avoir une accélération de la croissance une réduction de la dette par une accélération de la croissance. C'est un petit peu comme si vous êtes en situation de surendettement et puis vous avez la chance de voir votre salaire doubler parce que voilà, vous avez vous faites une très belle formation et puis votre salaire il double. Moi, ça m'est arrivé, hein, j'étais à l'issue de mes études, j'étais en situation de surendettement parce que j'avais 2 crédits sur le dos étudiant. Et ce qui m'a tiré d'affaire, en fait, c'est comme j'avais fait des études d'ingénieur, j'ai vu mon salaire exploser à la hausse dans les premières années de ma carrière, ce qui m'a permis de réduire, d'éponger mes dettes. Donc au niveau d'un État, donc ça c'est au niveau individuel, au niveau d'un État, en fait, il faudrait qu'il y ait vraiment une vraie rupture technologique et industrielle. Donc ça passerait, vu que la croissance est de l'énergie transformée, il faudrait trouver d'autres sources d'énergie. Par exemple, voilà, je ne sais pas, il y a une découverte scientifique qui fait que on est capable de transformer, je sais pas, par exemple, le solaire en électricité sans produire de carbone, mais vraiment de manière beaucoup plus productive, hein. C'est-à-dire avec un petit panneau solaire, juste un panneau solaire, vous pouvez rendre une maison totalement autonome en énergie. Donc là, effectivement, vous avez une productivité telle, surtout si on arrive à stocker l'électricité, que en fait, vous pouvez décupler vos moyens de production. Alors, a priori, c'est pas sur ça qu'on s'oriente. Donc ensuite, il reste que 2 solutions en fait. 3 solutions. Soit l'État se déclare en faillite. Voilà, nous sommes en défaut de paiement, nous ne pouvons pas rembourser nos dettes. C'est ce qui s'est passé un petit peu au Liban. On a vu ça au Venezuela, en Argentine. Mais bon, c'est pas du tout ce que veulent nos dirigeants. Et d'ailleurs, on le voit, nos dirigeants, lorsque François Bayrou parle de réduire la dette, il s'adresse surtout aux agences de notation. Il ne faut surtout pas que les taux français, que les taux de la France, en fait, les taux d'intérêt de la France augmentent. Donc en fait, tout est fait pour éviter une dégradation des agences de notation de la France par les agences de notation et une augmentation des taux. Donc là, clairement, nos dirigeants veulent à tout prix éviter ce qu'on appelle le défaut de paiement. Ça, là-dessus, ils sont tous d'accord, hein, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, ils veulent éviter un défaut de la France. Donc, déjà, donc pour sortir du surendettement, donc première possibilité, vous épongez la dette via une restructuration de la dette. Donc ça, c'est un terme un peu pédant, mais en gros, vous faites défaut. Ça, c'est pas du tout la voie que veulent prendre nos dirigeants. Ensuite, il ne reste que 2 solutions. Soit vous faites ce qu'on appelle une dette déflation, c'est-à-dire que vous faites passer la dette sur les entreprises. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans les années 30, hein. C'est-à-dire qu'on avait des pays qui étaient il y avait déjà la question de la dette qui se posait, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a laissé le marché agir. Et en fait, quand vous laissez un marché agir dans une économie vraiment libérale, hein, ce qui était le cas aux États-Unis à la fin des années 20, en fait, le marché s'effondre. En fait, ce sont les entreprises. Vous laissez les entreprises faire faillite, vous laissez l'économie en fait jouer un petit peu son rôle. Vous avez des entreprises, notamment les grosses entreprises, qui font faillite. Et comme on dit, après l'orage, vient le beau temps. En fait, c'est un petit peu ce qu'ont choisi nos dirigeants à la fin des années 20, au début des années 30, c'est-à-dire ils ont laissé l'économie s'autoréguler. Donc évidemment, c'était un bain de sang un carnage au niveau des entreprises, au niveau des bourses notamment, qui ont finalement trinqué. C'est vraiment les actionnaires, les investisseurs en fait, qui ont morflé. Pour utiliser un mot un peu familier, qui ont morflé suite à la crise de 1929. Ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a fini par renflouer, on va dire, les économies, notamment les économies des pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas la voie
que semblent choisir aujourd'hui nos dirigeants, très clairement. Et la dernière voie qui reste, eh ben, c'est l'inflation. C'est l'inflation. Alors c'est une inflation qui est contrôlée, hein. Alors vous avez deux types d'inflation, enfin trois types d'inflation. Soit vous avez une inflation, c'est parce que vous avez des personnes, enfin vous avez une inflation par les salaires, hein, notamment durant les 30 glorieuses, c'est-à-dire que vous avez une croissance économique qui fait que les salaires augmentent, les gens ont plus de pouvoir d'achat, donc les entreprises augmentent leurs prix, donc c'est une inflation par les salaires, les 30 glorieuses. Vous avez une deuxième type d'inflation, c'est l'inflation par la rareté, typiquement les chocs pétroliers. Ce qui s'est passé pendant le Covid, hein, vous avez eu le prix des masques qui a flambé, c'était 50 € la boîte de masques, parce que vous avez une pénurie sur tel ou tel ou tel actif, donc qui a généré une très très grande inflation. Et enfin, vous avez un dernier type d'inflation, et c'est celui auquel je pense, c'est l'inflation par la dévaluation monétaire. Et en fait, c'est un petit peu, pour moi, ce qu'on est en train d'assister, parce que si vous regardez un petit peu les bourses, regardez déjà le CAC 40, il a déjà effacé la moitié de ses pertes, hein. Donc on est venu tester les 7500 points, et tout de suite après, on repart comme en 40, hein, 7006, 7007. On est même testé en fin de semaine dernière les 7008. Donc on est en train de remonter, hein, très, 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 aussi rapidement qu'on a baissé. Mais ce qui est frappant, si vous observez bien les différentes classes d'actifs, c'est que tous les actifs sont en bulle. Tous les actifs sont en bulle. Alors vous avez les actions qui sont très très hauts, très, très, très clairement. Vous avez des marchés actions des marchés actions américains qui battent leur record sur record. Et même en France, où voilà, rien ne va, c'est un peu, faut être franc, c'est compliqué en France en ce moment. Vous avez quand même un CAC 40 qui est à 5% de ses records historiques. 5% de ses records historiques pour un pays où la situation est quand même extrêmement compliquée. Le marché de l'emploi se dégrade de moins en moins. Vous avez un nombre de faillites record. Vous avez une remontée du taux de pauvreté. On a un taux de pauvreté, on a un nombre de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté qui n'a jamais été aussi élevé depuis plusieurs décennies. Et malgré tout, on a une bourse française qui se porte pas si mal. Et en fait, il faut relativiser. C'est-à-dire que vous regardez les autres actifs, regardez le Bitcoin. Le Bitcoin, moi je ne suis pas un expert sur le Bitcoin, mais je suis. Vous avez le Bitcoin qui a des records historiques. Vous avez l'or, il est à des niveaux historiques. On tutoie les 3500 $ l'once d'or. Vous avez l'argent métal qui est aussi à des niveaux, on n'est pas loin de 40 $ l'once sur l'argent métal. Donc vous avez quasiment toutes les classes d'actifs qui flambent. Et même l'immobilier. Alors on n'arrête pas de vous parler de crise immobilière en France. Je suis désolé. Alors oui, pour les agents immobiliers, il y a un crack sur les volumes en France. Hein, on voit que les maisons, les appartements ne se vendent plus comme des petits pains comme avant, notamment à Paris. Mais si vous regardez les prix parisiens sont loin d'avoir retrouvé des niveaux raisonnables. Alors au maximum, on était à 10 000, plus de 10 000 € le mètre carré. Aujourd'hui, on est à 9 000 et quelques. Donc on a eu peut-être 10%, 10-15% de baisse sur l'immobilier après un doublement des prix. Donc on ne peut pas parler d'un crack immobilier. Donc en fait, on a des actifs, quelle que soit la classe d'actifs, l'immobilier, les actions, même les obligations, on n'a pas de crack obligataire. Regardez les taux français, alors qu'on a une situation catastrophique. Les taux français sont à 3,3%. Pour un pays qui n'a pas présenté un seul budget à l'équilibre en 50 ans, on a quand même des taux qui s'envolent pas. Les cryptos, et donc en fait, il y a deux solutions. Soit tous les actifs sont en bulle, bon, ouais, si on veut. Soit, et ça c'est mon hypothèse, en fait c'est la monnaie dans laquelle sont libellés ces actifs qui est en train de s'effondrer. Alors, on ne le voit pas encore, alors on ne le voit pas sur les prix, mais quand une monnaie s'effondre, en fait, c'est un peu comme quand un bateau coule. Quand le bateau coule, vous ne voyez pas
quand vous êtes dans le bateau, vous ne voyez pas le bateau s'enfoncer dans la mer. Vous voyez l'eau monter. Hein, je sais pas si vous avez vu le film le Titanic et tout ça. En fait, les gens fuyaient la hausse de l'eau, mais c'est pas l'eau qui monte. L'eau, elle a toujours la même, elle ne monte pas l'eau. C'est le bateau qui s'enfonce dans la mer. En fait, ce que voient les gens qui sont dans le bateau en train de couler, c'est l'eau qui monte. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que ce qui est traître dans la monnaie, c'est que vous ne voyez pas, à moins d'être un expert sur le change, sur le forex, vous ne voyez pas votre monnaie s'effondrer. Vous voyez le prix de tous les actifs libellés dans cette monnaie qui s'envolent. Si vous changez de référentiel, si par exemple vous évaluez la valeur des actions en Bitcoin, en fait le marché action, il est très très loin de ses records historiques. Le marché action, le CAC 40 exprimé en Bitcoin, il est loin de ses records historiques. Le CAC 40 exprimé en once d'or, il est très très loin de ses records historiques. Le CAC 40 exprimé en prix au mètre carré de l'immobilier à Paris, c'est pareil, il est très très loin de ses records historiques. Donc si vous changez de référentiel, si vous changez comme en physique, un changement de référentiel, si vous changez de référentiel, si au lieu d'exprimer votre CAC 40 en euros, vous l'exprimez en once d'or, en bitcoin, en once d'argent, en mètre carré, en pouvoir d'achat en mètre carré, qu'est-ce qu'une action vous apporte en pouvoir d'achat en mètre carré à Paris, en fait vous vous rendez compte que que vos actions ne sont pas si chères que ça. En fait, c'est la monnaie, c'est notre monnaie qui est en train de s'effondrer. Et en fait, pour finir de se désendetter, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faudrait que les prix augmentent. En fait, il faudrait une inflation, parce que pour le moment, l'inflation ne s'est pas propagée au bien de la vie de tous les jours. Alors oui, vous avez eu des prix qui ont augmenté, mais on n'a pas encore la baguette de pain à 10 euros. Hein. On n'a pas encore le litre d'essence à 4 euros. Hein. On a tutoyé les 2 euros, on a même passé les 2 euros de manière temporaire suite à la guerre en Ukraine, mais on n'a pas encore eu une explosion des prix de tous les jours. Et en fait, le seul plan en fait, de nos dirigeants, ça serait finalement de provoquer un petit peu l'inflation et de faire en sorte que l'État puisse rembourser ses dettes en monnaie de singe. Et c'est pour cela que quand Bayrou vous parle d'année blanche, en fait, pour que ce plan de l'année blanche, la suppression de 2 jours fériés, les réformes du chômage, etc., pour que toutes ces réformes puissent avoir un impact réel sur l'endettement de la France, il faudrait qu'il y ait de l'inflation. Si vous n'avez pas d'inflation, vous aurez beau faire une année blanche, les gens ne verront pas leur salaire augmenter, mais si en parallèle de ça, le coût de la vie n'augmente pas, au final, il ne va rien se passer. Et on le voit, par exemple, le 1er août, qu'est-ce qu'a fait l'État ? Il a augmenté la TVA sur l'électricité. Ça, évidemment, c'est passé un petit peu à la douce, en plein mois d'août. Et donc, en fait, les gens verront le prix de leur facture d'électricité augmenter du fait de la hausse de la TVA. Donc, en fait, l'État cherche à se désendetter, en fait, non pas en ciblant les entreprises, mais en ciblant le consommateur. C'est le consommateur, donc le particulier, le consommateur particulier, qui va être chargé en fait d'éponger la dette de l'État. Et on le voit très clairement. Vous n'avez quasiment pas, dans ce qu'a annoncé François Bayrou, de mesures qui visent les multimilliardaires, les entreprises, les grandes entreprises du CAC 40. Au contraire, elles sont plutôt épargnées. Tout est concentré sur finalement les particuliers. Donc voilà, les jours fériés, etc. etc. Et donc moi, dans ma vision des choses, paradoxalement, tout ça, c'est pas forcément négatif pour les classes d'actifs, pour les actions, pour l'or, etc. Et donc, en parallèle, on a aussi, si vous suivez, Donald Trump aux États-Unis qui fait pression sur Powell,
vous avez Christine Lagarde, présidente de la BCE, on voit que les banques centrales sont prêtes à dégainer l'arme monétaire dès que les marchés commencent à manifester des signes de faiblesse. Regardez, on a déjà des taux qui baissent en Europe et aux États-Unis, alors même qu'on n'a même pas eu de krach financier. On n'a même pas eu de krach financier, les bourses ne sont pas effondrées, et on a déjà des banques centrales qui commencent déjà à baisser leurs taux. Donc quand vous baissez les taux alors que vous n'avez pas de krach, de déflation, on ne peut pas dire qu'on soit en déflation, en fait l'objectif c'est en réalité d'alimenter l'inflation. Et le meilleur prétexte pour alimenter l'inflation, ça peut être complotiste et tout, c'est la guerre. Voilà, si la guerre en Ukraine devait se prolonger, etc., ça sera un parfait prétexte pour nos dirigeants pour dire, voyez, regardez, c'est les Russes, c'est Poutine, le méchant, il fait une guerre, ça fait monter les prix. Mais bon, c'est aussi une manière de se désendetter sans prendre ses responsabilités. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, on a quand même un effet d'illusion. C'est-à-dire qu'on a des marchés qui peuvent paraître très chers. Et c'est vrai que exprimé en euros, le CAC 40 est très élevé. Exprimé en dollars, le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P sont à des records historiques. Mais il faut prendre de la hauteur et se poser la question, est-ce que ce n'est pas tout simplement la valeur de notre monnaie qui est en train de s'effondrer? Et regardez d'ailleurs les bourses des pays dont les monnaies se sont effondrées, le Venezuela, le Zimbabwe, la Turquie, le Liban, vous verrez que leurs indices boursiers exprimés en devises locales ont explosé à la hausse. C'est pas qu'ils ont explosé à la hausse, c'est que leur devise, c'est la devise qui s'est effondrée. C'est un petit peu, c'est mon analyse, vous me trompez, c'est un petit peu pour moi ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on a une lente érosion du pouvoir d'achat de nos monnaies qui fait que il faut de plus en plus d'euros pour acheter des actions, des bitcoins, des onces d'or, de l'argent et même des obligations. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à dire sur tout ça. Alors attention, néanmoins, faut pas acheter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des marchés qui se tiennent, on peut avoir des surprises désagréables. Regardez par exemple l'action LVMH. L'action LVMH, elle a perdu 50% de sa valeur. Pourtant, LVMH, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos, Bernard Arnault, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, très malin, qui a fait élire Macron, qui a été invité à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Donc vous voyez, là on a quelqu'un qui est hyper intelligent, qui est hyper malin, hyper rusé, et qui fait un travail aussi énorme en matière de passation, c'est-à-dire qu'il a 5 enfants, et il a réussi à satelliser ces 5 enfants dans la haute administration de LVMH. Donc c'est quelqu'un qui a donné sa vie à créer son empire. Allant de la technique, Bernard Arnault c'est un polytechnicien, quelqu'un de technique, de communication, de commercial, de management et même de politique, puisqu'il a acheté des journaux, non pas pour faire de l'argent sur des journaux, mais pour contrôler les hommes et femmes politiques qui pourraient prendre le pouvoir en France et même dans le monde. Et malgré tout, malgré ce travail impressionnant du président de LVMH est à cote 50% en dessous de ce qu'il valait il y a un an. Pourtant, si vous regardez, si je vous laisse le soin aux experts, Bernard Arnault continue à acheter des actions LVMH. Durant une partie de l'année 2025, Bernard Arnault continue à investir son propre argent sur LVMH, ce qui est plutôt bon, ce qui est plutôt bien. C'est quelqu'un qui croit en sa valeur. Mais malgré tout, malgré quand même un homme qui est très puissant, très influent, qui a été l'homme le plus riche du monde, Cocorico, et malgré tout, l'action LVMH a perdu 50% de sa valeur. Donc attention, il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi. Voilà, il faut vraiment faire attention
le maître mot, ceux qui me connaissent le savent, hein, c'est la diversification. On sait que la monnaie est en train de perdre de sa valeur. On sait que quasiment 90%, 80% des actifs libellés dans l'euro vont augmenter. Parce que si l'euro baisse, ça veut dire que ce qui est libellé en euros monte. Donc le pouvoir d'achat des actifs va augmenter, la valeur des actifs va augmenter, mais ce n'est pas 100%. Vous voyez, prenez LVMH, LVMH a perdu du pouvoir d'achat en euros. Pourtant, vous voyez, Bernard Arnault a un pouvoir énorme. On ne se rend pas compte du pouvoir du patron de LVMH, il a un pouvoir énorme, et malgré tout, sa société, LVMH, a perdu la moitié de sa valeur. Donc attention non plus à ne pas vous précipiter sur tout et n'importe quoi, hein. Il peut y avoir donc la monnaie, donc le cash, c'est ce qui fait partie des actifs qui sous-performent le moins, mais vous pouvez avoir certains actifs qui peuvent performer encore moins que le cash, et surprise, LVMH par exemple fait partie des sociétés, enfin des actifs qui sous-performent le cash. Donc voilà un petit peu sur ce que j'avais à dire, hein, pour cette vidéo. Donc voilà, on peut avoir des marchés qui se tiennent, qui ne s'effondrent pas, qui se tiennent, mais voilà, attention, on peut avoir des entreprises, des actifs, certains actifs qui peuvent chuter du fait des vents contraires de l'économie, hein, c'est pas exclu, mais globalement, pour moi, l'actif qui va le moins performer dans les prochains mois, prochaines années, c'est le cash. Voilà, donc celles et ceux qui ont tout à la banque, qui ont tout leur argent à la banque, sur leur compte courant, dans le livret A, en fait, ce sont ceux-là qui, a priori, seront un petit peu les sacrifiés sur l'autel de la dette. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire. Donc écoutez, moi je vais reprendre un petit peu mes vacances au Jura. Voilà, je vous ai fait partager aussi un petit peu la vision que j'ai dans mon lieu de vacances, donc dans le Jura. En tout cas, je vous souhaite une très bel été. Courage si vous souffrez de la canicule. Alors dans le Jura, ça va, il fait chaud la journée, mais la nuit, voilà, on a encore des températures, on a 17-18 degrés, donc c'est très supportable. Alors le jour, c'est chaud, hein. Là, je vous fais cette vidéo, il est 8 h du matin, mais voilà, je ne vais pas tarder à me mettre à l'ombre. mais voilà, en tout cas, courage à vous si vous devez supporter la canicule. Bonnes vacances si vous êtes comme moi, vous êtes haussien comme moi. Et puis bonne reprise, en tout cas, si vous faites partie des juilletistes. Oui, si vous avez la poisse d'avoir la pluie pendant vos vacances et que là vous avez la canicule au retour du travail, bon courage en tout cas pour la reprise. Et moi j'espère vous retrouver à la rentrée, qui risque d'être assez animée, hein, notamment en France, hein, avec tous les mouvements sociaux et tout. Ça va être assez sympa à suivre. En tout cas voilà, je vous souhaite une bonne reprise, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.